Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de cette édition d'information, l'histoire des référendums. Le premier a eu lieu en 1958 et a mis en place une république avec des institutions. Immersion ce soir sur les escales constitutionnelles que le pays a faites. Restez avec nous. À suivre aussi la marche vers le 8 mars, la fête des femmes se prépare. Une grande réunion s'est tenue ce matin pour décider des activités à planifier lors de la célébration. Le concept est nouveau, mais il fait son chemin, les nouvelles routes de l'emploi, un projet qui accompagne les artistes et leur ouvre des opportunités financières. Mais comment est-il perçu dans le milieu? Réponse dans cette édition, voilà pour les titres. Bienvenue dans cette édition, on s'intéresse ce soir à l'histoire des référendums dans le pays. Le premier a eu lieu en 1958 et a donné naissance à la Guinée indépendante. Depuis ce coup d'envoi, la République a connu d'autres qui ont fixé des clauses précises. Le pays a aussi connu des révisions constitutionnelles. Makemed Ozo. Le référendum de 1958 est le référendum fondateur de la République de Guinée. Proposé par le colonisateur, il était l'annexe de la Constitution de la 5e République française. Les territoires sous domination française de l'époque devaient se prononcer pour ou contre une communauté de destin avec la France. Un projet proposé par le général de Gaulle. La Guinée rejette la proposition par un non massif le 28 septembre 1958 et ouvre la voie des indépendances à l'Afrique francophone. Le premier nous a donné l'indépendance, mais il faut dire que le premier a été inclusif parce que tous les partis politiques étaient d'accord pour voter non. Il y a eu en particulier ce qu'on a appelé l'accord de l'Hôtel de Ville. L'accord de l'Hôtel de Ville est intervenu le 16 septembre 1958, quand les dirigeants du PRA, qui était l'union du BAG et de la démocratie socialiste de Guinée de l'époque, qui s'étaient regroupés dans un parti qu'on appelait le parti du regroupement africain, le PRA. Et ces dirigeants-là sont venus voir les dirigeants du PDG-RDA après la conférence territoriale qui avait eu lieu le 14 septembre, au cours de laquelle le PDG-RDA avait décidé de voter non. Donc ils sont venus voir pour dire qu'ils voulaient se joindre donc au PDG pour faire aboutir ce non. Et un accord a été signé. Et donc tous les partis politiques qui existaient à l'époque en Guinée, et je peux dire toutes les forces politiques qui existaient à l'époque, sont partis avec l'idée du non. Et c'est ce qui a fait aboutir le non. Quelques jours après le décès du président Ahmed Sékou Touré, le général Lansana Conté prend le pouvoir le 3 avril 1984. Il dénonce et condamne les restrictions de liberté fondamentale sous le régime précédent. Un comité militaire de redressement national, CMRN, est investi du pouvoir législatif. Le 23 décembre 1990, un projet de constitution est adopté par référendum. Il sera promulgué une année après. La loi fondamentale consacre le multipartisme et consolide les droits de l'homme. À partir de 1988, le CMRN a ouvert le débat sur un projet de constitution. Donc le débat a été ouvert sur les options de la constitution bien avant que le débat ne s'ouvre dans les autres pays africains, dans les autres États africains qui vont entrer en démocratie, mais à la faveur des changements internationaux, la chute du mur de Berlin et la fin du communisme. Le CMRN a défini les options et en 1990, la constitution a été soumise au référendum. Cette constitution soumise au référendum, l'une des caractéristiques, c'est qu'elle prévoyait un nombre limité de partis politiques au départ. Mais immédiatement après, l'opposition qui était en gestation a dit qu'elle n'est pas d'accord sur la clause de limitation du nombre de partis politiques. L'histoire de la Guinée a aussi connu des révisions de constitution. La première intervient le 14 mai 1982. Il autorise le mariage parti-État.
En 2001, la modification touche le nombre de mandats présidentiels et autres articles subsidiaires. Et le 7 mai 2010, sous la transition militaire, le président par intérim, général Sekouba Konaté, promulgue par ordonnance la constitution actuelle. C'est cette constitution qui est appelée à être changée ou pas par les Guinéens par voie référendaire. Des patrouilles en région forestière, elles sont organisées par les autorités régionales pour lutter contre la criminalité et les trafics illicites. Depuis sa mise en place, la brigade mixte a intercepté plusieurs colis illégaux comme des drogues et carburants revendus au noir. Lancé Kamisoko. À l'approche des élections législatives couplées avec le référendum constitutionnel, la 4e région militaire se met en branle. Des équipes de patrouille sont déployées non seulement dans toutes les préfectures, mais aussi le long des frontières de la Guinée forestière. Leur rôle, sécuriser les populations avant, pendant et après les élections. Ce sont ces forces de l'ordre qui vont sécuriser les citoyens, sécuriser les urnes, sécuriser tout le monde pour que chacun puisse aller voter comme c'est un devoir civique. Et je crois que le message est passé. Les gens ont compris, ils ont prêté serment, ils ont le serment du soldat d'abord, ils ont prêté serment et on sait que la baïonnette intelligente va être utilisée pour que les élections se passent dans de très bonnes conditions dans la région Amsat de Zérékoré. Pour le commandant de la 4e région militaire, ces opérations font partie de la mission régalienne du soldat. C'est justement faire comprendre à la population que les militaires là ne sont pas pour les agresser ou les faire du mal. Ils sont là pour les sécuriser. Notre problème, nous allons contre les fauteurs de troubles, c'est tout. Démarré le 25 février dernier, ces opérations vont se poursuivre jusqu'à la fin du processus électoral. Elles se déroulent simultanément dans les 6 préfectures de la région administrative de Zérékoré. On reste dans la région pour dire que le Conseil des sages, le Conseil des religieux multiplie des sorties pour rappeler au renforcement de la cohésion sociale. La région est stable et cette implication des sages a permis de consolider les rapports entre les citoyens. Mamadou Salioupaï. Comment maintenir un climat de paix et de quiétude sociale en cette période électorale? La problématique regroupe des chefs coutumiers et religieux. Dans ce studio de la radio rurale de Zérékoré, ces guides d'opinion débattent de la nécessité d'entretenir une relation de bonne cohabitation en région forestière. Qui dit l'islam dit la paix. Parce que quand nous regardons le mot islam, nous trouverons là-dedans un mot qui est asilmu qui veut dire la paix, la tolérance, l'acceptation. Et nous disons à tous les musulmans de se ressaisir, de servir de bons exemples, de montrer aux faces du monde que l'islam est une religion de paix. L'islam enseigne la tolérance. Et parfois, on peut être agressé. Le musulman, c'est celui qui accepte le mal de son prochain. La Bible dit que dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, que notre Seigneur est prince de paix. En tant que prince de paix, nous devons aussi lui suivre dans ces mêmes voies. Faire tout pour qu'il y ait la paix. Partout où le chrétien se retrouve, on doit le reconnaître par la paix. Et quand vous prenez dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 5, verset 9, la Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu ». Je sais que si tu veux être appelé enfant de Dieu, si tu veux vraiment hériter le règne des cieux, tu dois être enfant de Dieu, tu dois procurer la paix. Cette table ronde est l'initiative d'une organisation de la société civile locale. En réunissant les représentants des principaux acteurs de la vie en société, la Coalition nationale pour l'appui à la réconciliation en Guinée, CONAREG, entend jouer son rôle d'équilibre social. Il faudrait que nous impliquions tous les acteurs de paix dans la région pour venir atténuer, sensibiliser et passer le message de paix et la sensibilisation afin qu'on lutte contre toute cette forme de violence que les gens comptent faire en Guinée. La prévention de conflits et le renforcement de capacités de la paix en région forestière est le thème central de cet espace d'échange entre leaders religieux et chefs coutumiers. Le 8 mars, on est déjà dans la fièvre de la fête des femmes. L'événement se prépare. Ce matin, une grande réunion s'est tenue à Conakry pour discuter du contenu à donner à cette journée internationale. Plusieurs groupements féminins de la capitale étaient représentés à cette rencontre. Fatima Diallo.
C'est un événement qui s'annonce décisif pour la Guinéenne. À Conakry, l'heure est au dernier réglage pour la célébration du 8 mars. Durant ce conclave, ces femmes ont passé au crible les manquements constatés lors de la dernière commémoration. Cette année, la Guinéenne compte organiser une fête exceptionnelle. La Guinée va célébrer avec faste, vraiment c'est le 8 mars 2020. Et donc ce qui est prévu, c'est que la mobilisation sociale au palais, ça c'est un programme même qui n'est pas négociable. Les femmes entendent vraiment célébrer avec brio et avec tous les mouvements qui s'accordent à cette journée. Et nous avons invité toutes les corporations, les ONG féminines, la société civile, les femmes des 5 communes de Conakry. Et ça sera célébré aussi dans les 7 régions naturelles comme à Conakry. Donc la fête sera totale. Et nous avons prévu des animations culturelles et un plaidoyer et la sensibilisation des femmes et de tout le peuple de Guinée par rapport à nos objectifs. Du mode vestimentaire à la mobilisation, tout est planifié. La Guinéenne veut donner à la fête toute sa solennité. Les femmes ont manifesté le désir de marcher ce jour-là et de prouver à l'opinion nationale et internationale qu'elles sont décidées, résolues à amener la paix en Guinée. Et cette année, nous avons choisi la tenue de la forêt. Parce que l'année dernière, vous avez vu, c'était le Kendili. Cette année, c'est la forêt sacrée. Cette édition de la Journée internationale de la femme 2020 est placée sous le thème « Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes ». Ce thème coïncide avec la nouvelle campagne plurigénérationnelle de l'ONU Femmes. Cette année est l'occasion inespérée de susciter une action d'envergure pour parvenir à l'égalité des sexes et au respect des droits fondamentaux pour toutes les femmes et filles. Éducation avec cette formation à l'intention de 5EMI, École normale d'instituteurs du pays. 40 enseignants et élèves maîtres suivent un stage de perfectionnement. Le projet est financé par la coopération allemande. Mounir Bari, Mamadou Saliouba. L'éducation est un levier incontournable pour le développement économique et social d'un pays. C'est pourquoi la Guinée et ses partenaires au développement, comme l'Agence internationale allemande pour le développement, s'accordent à implémenter des innovations techniques et technologiques en faveur du personnel enseignant et des élèves maîtres à travers le pays. Ici, à Conakry, une rencontre d'échange et de partage d'expériences mobilise les acteurs impliqués dans le système éducatif guinéen. Accompagner les institutions de formation des instituteurs est pour nous une priorité. Quand on sait la nécessité qu'il y a de préparer nos enfants, et pour préparer un enfant, il faut soi-même être bien préparé. L'enseignant, c'est celui qui à la fois sait faire, mais sait aussi faire faire. Donc la démarche qui consiste à nous appuyer, en appuyant ces institutions de formation, nous vient droit au cœur parce que ça nous permet d'avoir des enseignants bien préparés et d'avoir des institutions vraiment capables de former des jeunes qui peuvent servir la nation. Sans l'enseignement primaire, il n'y a pas l'enseignement technique et sans aussi la formation des professeurs d'école normale, des conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, on ne pourra pas bien former ceux de l'enseignement élémentaire. Donc la GIZ est là chaque année, il nous appuie dans le perfectionnement des enseignants. Autour de cette table ronde, une véritable pédagogie active est développée en faveur de la formation des formateurs. Elle vise à améliorer considérablement la qualité initiale des enseignants. Au cours des échanges, les acquis sont relevés et les faiblesses corrigées. Ça permet à l'élève maître d'identifier d'abord un problème, ensuite de venir de faire en sorte pour régler le problème. Je compte partager mon expérience avec mes élèves, mes encadreurs, et puis aider mon pays à rehausser le niveau de l'enseignement. Cette formation m'apportera plein de choses parce que donner ce que j'ai
c'est vraiment un bon début pour moi parce que de là, j'aurai plein d'opportunités aussi dans ce que je ferai. La promotion de l'éducation à la base à travers l'appui conseil aux acteurs a fait introduire dans les écoles normales d'instituteurs un paquet d'innovations qui méritent d'être consolidées. L'expérimentation et l'implémentation de dites approches vont changer la donne pour surtout l'élève maître, raison pour laquelle la Guinée et ses partenaires entendent pérenniser et institutionnaliser les acquis. Des centrales flottantes pour combler le déficit énergétique en cette période d'étiage. La Guinée et la Turquie collaborent dans ce sens. Pour comprendre le fonctionnement de cette nouvelle technologie, des jeunes leaders ont visité la dite centrale. Ansoumane Toumani Camara. Ils sont une centaine de jeunes leaders des 5 communes de la capitale à se réunir au sein d'une structure. Ils se portent volontaires pour soutenir et vulgariser les actions gouvernementales. Cette semaine, ils se sont rendus au port autonome de Conakry pour mieux s'imprégner du fonctionnement de la centrale électrique flottante. Un navire de 115 MW mis en service il y a plus d'une semaine pour compenser le déficit énergétique que connaissent Conakry et ses environnants en cette période d'étiage dans les centrales hydroélectriques. La présence de cette centrale flottante énergétique pour la Guinée est un ouf de soulagement. Nous ne pouvons qu'apprécier, l'impulser et l'accompagner dans sa politique d'électrification totale de la Guinée. L'autre solution à long terme au déficit d'énergie en période d'étiage est la construction d'une centrale thermique de 50 MW à la tannerie dans la commune de Matoto. Ces jeunes leaders ont été informés que l'énergie produite ici sera vendue au gouvernement guinéen en 5 ans avant de devenir un patrimoine de l'État. C'est plus que la Guinée est la Guinée. Alpha Condé est le seul président qui a fait des barrages hydroélectriques en 2 mandats. Aujourd'hui, n'eût été ces efforts, Conakry ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. 22 centrales électriques flottantes turques sont en opération à travers le monde. 6 pays africains bénéficient de leurs offres d'urgence en énergie avec une fourniture totale de 850 MW. Au Ghana, en 2014, avec 26% d'énergie produite, le Sénégal en 2019 pour couvrir 15% des besoins énergétiques de ce pays. Elles sont également présentes en Sierra Leone, en Gambie, en Guinée-Bissau et au Mozambique. Le directoire national de campagne du RPG Arc-en-Ciel était ce lundi face à la presse. Il était question de clarifier un certain nombre de points après le report des scrutins législatifs et référendaires couplés pour le RPG. Cette décision du chef de l'État va dans le sens de l'apaisement du climat de tension et est salutaire. En même temps, le RPG appelle ses militants à la retenue. Abdul Karim Kamara. Il ne s'agit point de justifier le bien fondé du discours tenu par le président de la République vendredi dernier. Pour le directoire national de campagne du RPG, le report des élections relève d'un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Les membres du même directoire pensent que le RPG tient le cap des 2 échéances couplées. Boycotter une élection est un droit qui relève en tout cas de la disponibilité d'un parti politique à participer. Et c'est bien pour ça que le RPG Arc-en-Ciel ne lésine pas sur les modalités de campagne qui permettra aux Guinéens de manière accessible à comprendre l'intérêt d'aller bien entendu à ce référendum pour ce que ça représente en termes d'environnement juridique nécessaire au bien-être des Guinéens. Qu'aucune violence ne permettrait en tout cas ne permettrait à ce pays d'aller de l'avant. Et nous ne sommes pas sûrs qu'au niveau de l'opposition en tout cas, il devrait continuer à souscrire à la violence. Et au niveau du RPG Arc-en-Ciel, nous rappelons à l'État que des dispositions en tout cas régaliennes devraient être prises pour protéger les populations et leurs biens. L'autre appel est lancé aux militants du RPG Arc-en-Ciel. Le directoire se dit convaincu que ce processus électoral respecte les lois de la République. Il demande de la retenue chez tout le monde, mais surtout l'acceptation que soient clarifiés les points sur lesquels existent encore des zones d'ombre. Quand le fichier est assaini, chacun y gagne, y compris nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on sait qu'on est majoritaire. Et ce fichier peut être contre nous-mêmes. Ils savent qu'ils ont perdu d'avance. Ils le savent.
ils connaissent, c'est-à-dire les découpages dans les comment on appelle ça, à l'intérieur du pays et à Conakry. Ils savent très bien quels sont les jeunes qui leur sont favorables. Ils savent très bien la motivation du peuple, la motivation des militants du RPG cette fois-ci encore, à prouver comme nous l'avons toujours fait depuis 1993. On est prêt, ça ne nous dérange pas parce que c'est encore à notre avantage. Pour rassurer l'ensemble de nos concitoyens, il fallait aller vers ce report. Donc il était nécessaire que la direction de campagne organise cette conférence de presse pour rassurer nos militants, pour dire que 2 semaines de délai sont nécessaires pour avoir des élections acceptées. La question des élections inclusives est aussi abordée au cours de cette conférence de presse. Les membres du directoire soutiennent que les 2 scrutins le sont déjà, avec la participation de 30 partis politiques, dont 13 de l'opposition. À présent, un condensé de l'actualité internationale traité sous forme de télégramme. Guinée en bref, Monde en bref, ce soir, c'est avec Alpha Isiagaba. Au Sénégal, le ministre de la Santé confirme le premier cas de contamination au coronavirus dans son pays. Il s'agit des ressortissants français résidant au Sénégal. Le patient est arrivé au Sénégal le 26 février de la France et s'est présenté à une structure médicale privée présentant des maux de gorge et de tête ainsi que de la fièvre. Ce 2 mars en début d'après-midi, l'homme est diagnostiqué positif au coronavirus par l'Institut Pasteur de Dakar. Il est placé en quarantaine à l'hôpital de Fann de Dakar. L'état du patient ne suscite aucune inquiétude majeure selon des sources officielles. Le bras de fer post-électoral se poursuit en Guinée-Bissau. Oumarou Sissoko Ambalo, qui revendique la victoire à la présidentielle, est installé au palais. Mais son rival Domingo Pereira rappelle que le contentieux électoral n'est pas tranché et dénonce un coup d'État. Dans ce bras de fer qui se durcit, les militaires prennent progressivement position. En France, les organisations syndicales opposées à la réforme des retraites appellent à des mobilisations mardi pour protester contre le recours à l'article 49.3 de la Constitution. Pour l'intersyndicale, ce recours du gouvernement est une nouvelle preuve qu'il veut faire passer en force son projet de régression sociale. Enfin, sport football. En Espagne, le Real Madrid remporte un classico à domicile depuis 4 saisons. Les hommes de Zinedine Zidane ont battu dimanche leur ennemi juré du FC Barcelone 2-0 au stade Santiago Bernabéu en clôture de la 26e journée. Leur dernier succès chez eux face aux Catalans en championnat remonté au 26 octobre 2014. Cette victoire construite en seconde période permet au Real de prendre la tête du championnat aux dépens du Barça. Retour à Conakry, les nouvelles routes de l'emploi, l'idée fait du chemin, c'est un concept nouveau. Il s'agit d'aider les artistes à vivre de leur talent, un accompagnement à travers des concepts et spectacles sponsorisés. Mais d'un autre côté, ça aide aussi à détecter de nouveaux talents. Bernard Tanguino. Lancé en début d'année à Conakry, le projet dénommé Les Nouvelles Routes de l'Emploi poursuit ses séances de découverte de talents artistiques. Au cours de ces spectacles organisés à Kobaya, de nouvelles potentialités culturelles sont découvertes. Objectif, permettre aux artistes locaux de vivre de leur talent. C'est le premier événement qu'on organise en dehors de Conakry pour les nouvelles routes de l'emploi de Guinée qui vont aller dans 50 pays africains d'ici 1 an. Donc là pour moi c'est une première que je vois et on est extrêmement heureux de voir comment tous les quartiers de Guinée, que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain, il y a un nombre d'artistes, mais pas que. Il y a plein de filières aussi dans l'agriculture qui vont démarrer. Cet autre spectacle de découverte, initié par l'artiste André Flamy, a permis aux promoteurs du projet Les Nouvelles Routes de l'Emploi de s'apercevoir davantage du potentiel artistique guinéen. Un potentiel qui constitue une véritable source de création d'emplois. On a mis la lumière sur le potentiel artistique des jeunes de Kobaya et on n'a pas eu tort de
miser sur les jeunes de Kobaya. Ils sont d'un talent énorme, que ce soit ce qu'ils font du dancehall, du rap, de la percussion. Bref, nous croyons fermement que chaque jeune artiste est une compétence à promouvoir. Voilà pourquoi on aimerait que vraiment le projet des nouvelles de l'emploi soit une réalité pour la Guinée, pour l'Afrique. Des artistes retenus au terme de l'opération devront bénéficier d'une visibilité internationale assurée par le projet, ce qui devrait leur permettre de décrocher des marchés de spectacle au niveau national, régional et international. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Merci de nous suivre depuis Kaloum et d'Abompa dans Conakry. On se quitte donc sur ces images et on se retrouve demain pour un autre journal. Bonsoir.